Eh bien, merci beaucoup d'être venus encore aujourd'hui si nombreux. C'est la 6e conférence, n'est-ce pas, de ces cités littéraires, et je crois que cette fois nous sommes le plus loin de Paris aujourd'hui avec Kyoto. Nous sommes allés jusqu'à Pékin il y a à l'avant-dernière conférence, mais cette fois nous allons au bout du monde, et pour nous y conduire, nous avons le meilleur guide qui soit en la personne de Claire Akiko-Brisset, qui est une grande, pas seulement, mais elle est avant tout une grande médiéviste, spécialiste du Japon médiéval, de l'esthétique du Japon médiéval. Elle a écrit une thèse absolument passionnante sur l'encodage, l'encryptage de la langue et de l'écriture japonaise dans les peintures de paysages, qui est devenu un classique des études japonaises. Et maintenant, elle s'est tournée aussi plus récemment. Elle est maintenant professeure à l'Université de Genève. Elle continue bien sûr ses études sur la culture médiévale japonaise, enfin antique et médiévale représentée par Kyoto, mais elle poursuit aussi maintenant un travail très important et passionnant sur le cinéma japonais, où elle trouve des documents absolument extraordinaires et insoupçonnés jusqu'à maintenant. Alors nous avons donc la chance de l'entendre parler aujourd'hui de Kyoto, qui est une cité littéraire d'une certaine importance. Donc nous attendons cela avec impatience. Merci. Je remercie le professeur Jean-Noël Robert de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à ce programme portant sur les cités littéraires. Alors, je voudrais tout d'abord préciser que je ne suis pas historienne de la littérature, mais spécialiste d'histoire culturelle du Japon. À la suite de Pascal Horry, j'entends ici par culture l'ensemble des représentations collectives propres à une société donnée, et par histoire culturelle, donc l'histoire sociale de ces représentations. Selon cette approche, il n'y a donc pas d'œuvres, a priori, mais des sources auxquelles la démarche historienne confère un caractère documentaire. Ces objets sont les plus divers par leur nature matérielle, par leur type de contenu, par leur mode de production, de diffusion ou de circulation, par leurs usages sociaux, etc. Et tous concourent avec la même légitimité à des questionnements ou à l'élaboration d'hypothèses. Pour le dire autrement, en histoire culturelle, tout est source. Alors aujourd'hui, pour une conférence portant sur le Japon dans le cadre d'un cycle intitulé « Les cités littéraires », et je vais donc m'intéresser à l'époque et à la ville de Heian, ce qui est plutôt attendu dans ce cadre, et plus précisément m'interroger sur les relations entre institutions impériales et création lettrée au Japon, ce qui est peut-être un peu moins attendu. Alors cette ville constitue, donc cette ville de Heian, constitue le siège de l'autorité impériale, à l'époque appelée également Heian aujourd'hui, époque qui court sur 4 siècles, de la fin du 8e à la fin du 12e siècle de l'ère chrétienne, selon le calendrier grégorien. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on datait les événements à l'époque dite de Heian, qui bien sûr n'existait pas à l'époque de Heian. Il s'agit d'une projection donc rétrospective. Alors pour mieux faire comprendre cette époque, sa production lettrée et le rôle de l'institution impériale dans cette production, je dois remonter dans le temps et aborder au préalable 3 phénomènes fondamentaux et interconnectés dans une large mesure. Tout d'abord, et on me pardonnera de simplifier de façon outrancière un phénomène éminemment complexe, ce qu'on appelle le Japon, et je mets donc Japon entre guillemets, résulte de l'unification très progressive d'un territoire fortement morcelé en principautés indépendantes, unification qui s'effectue au profit d'un clan parmi d'autres, à l'origine du clan impérial. Ce processus d'émergence d'un pouvoir politique centralisé commence timidement pendant les premiers siècles de l'ère dite chrétienne, à partir du sud du Japon actuel, pour s'accélérer autour des 6e et 7e siècles. À cette époque, comme vous le voyez, un seul clan, appelé le clan Yamato, est parvenu à dominer ses rivaux. Il est installé dans la région éponyme, donc la région de Yamato, région centrale,
qui correspond à peu près à Kyoto et à ses environs aujourd'hui, région d'où il dirige un territoire qui comprend à l'époque du sud vers le nord et selon la toponymie moderne, Kyushu, Shikoku et une partie de Honshu. Cette conquête progressive du territoire intérieur au détriment des autres clans et de populations qui se trouvent mécaniquement repoussées vers les marches du pays s'est effectuée à partir du sud pour une raison très simple, c'est que le sud est la région de l'archipel la plus proche des côtes continentales et de ses foyers culturels. Or, précisément, le pouvoir central japonais, en devenir, doit faire face à partir des 6e et 7e siècles à un bouleversement des équilibres sur le continent. Deuxième phénomène d'importance sur lequel je vais m'attarder brièvement maintenant. Divisée depuis des siècles en plusieurs entités territoriales et politiques rivales, la péninsule coréenne est elle-même progressivement unifiée par l'une de ces entités, appelée le royaume de Shilla, à partir du début du VIe siècle. L'expansion territoriale de Shilla coïncide avec l'adoption par ce royaume du système de gouvernement centralisé chinois, donc le renforcement de l'appareil d'État, la conversion au bouddhisme, l'établissement de relations officielles avec la Chine et l'envoi massif d'étudiants dans ce pays, donc avec une stratégie de sinisation massive. Parallèlement à la montée en puissance de Shilla, le territoire chinois lui-même, depuis 4 siècles en proie à des troubles graves, est réunifié par l'éphémère dynastie des Sui à la fin du VIe siècle, puis par celle des Tang au début du siècle suivant. Et enfin, la fin de ce même 7e siècle voit également la fondation du royaume septentrional de Bohai. Si l'insularité a longtemps protégé le pays de toute tentative d'incursion étrangère, la présence à ses portes de ces entités politiques en cours de formation ou au fait de leur puissance constitue une menace extérieure, certes potentielle, mais prise tout à fait au sérieux par le Yamato. L'organisation clanique ne suffit plus, il faut adapter de toute urgence l'appareil d'État pour gagner en efficacité, pour éviter d'être absorbé par l'un ou l'autre de ses puissants voisins. Il faut donc se mettre à l'école de la Chine. La Chine est à cette époque le modèle culturel hégémonique dans cette région du monde. Et donc la cour japonaise va prendre une décision historique, celle d'adopter, avec un siècle de retard, la stratégie du royaume de Shilla, à savoir donc l'adoption à marche forcée du système de gouvernement chinois, appelé État régi par les codes, qui repose sur un corps de fonctionnaires œuvrant au sein d'une administration centralisée et qui repose aussi sur la conversion au bouddhisme. Pour ce faire, elle va établir des relations officielles avec les Sui, puis avec les Tang, en y dépêchant des officiels, des étudiants et des moines. Pour vous donner une idée de l'intensité de ces relations, les sources anciennes attestent l'envoi de 6 ambassades officielles à la cour des Sui entre 600 et 614. Vous voyez à gauche la date de départ, donc entre parenthèses la date de retour de l'ambassade quand elle est connue, et à droite là où les sources anciennes dans lesquelles ces ambassades sont attestées. Au cours des 2 siècles suivants, donc sous les Tang, les ambassades envoyées en Chine sont plus espacées mais resteront régulières jusqu'en 838. On en compte 7 au 7e siècle, les voici, 10 au 8e, dont 3 échouent, et 2 au 9e siècle, puisque la dernière est annulée avant le départ. J'ajoute
que la cour du Yamato envoie également des ambassades dans le royaume donc, de Shilla, dans la péninsule coréenne, et également dans le royaume de Bohai. Les relations diplomatiques officielles, donc nippo-chinoises, sont formellement interrompues pour un certain nombre de siècles en 894, suite à la désintégration de l'empire des Tang. Mais elles sont relayées par des initiatives privées. Alors, quels étaient les objectifs de ces ambassades? Le premier, comme je l'ai dit, était de permettre le transfert de technologies, donc la mobilité des savoirs de toute nature depuis le continent, chaque retour de délégation s'étant de fait accompagné d'innovations en matière protocolaire, administrative, religieuse, etc. Deuxième objectif, celui d'effectuer des échanges commerciaux. En effet, ces ambassades permettaient de rapporter des produits de luxe depuis la Chine, des objets du culte bouddhique et des livres qui étaient particulièrement recherchés. Je vais y revenir. Enfin, troisième enjeu, et de taille, faire reconnaître le pays comme un partenaire géopolitique crédible dans la région, pour dire les choses selon une phraséologie contemporaine, ou comme un pays civilisé au sens chinois à l'époque, donc selon le cadre mental de l'époque, c'est-à-dire un pays où règnent les rites et les devoirs, rites par lesquels se manifeste la vertu civilisatrice impériale et devoirs des sujets à l'égard du souverain, grâce auxquels l'ordre et la paix sont maintenus dans le pays. Donc j'emprunte ces mots à Charlotte von Verschuur. Alors j'y reviendrai, je vais revenir sur la nature du pouvoir royal en Asie orientale. Cette politique volontariste permet donc à la cour japonaise de se siniser en très peu de temps, compte tenu donc bien sûr des distances et des difficultés de l'époque. Alors pour donner une idée de l'effort représenté par ces missions, il faut préciser en effet qu'elles comptaient en général chacune 500 à 600 participants et participantes répartis sur 4 navires, avec à leur tête un ambassadeur, un vice-ambassadeur et 2 conseillers d'ambassade, puis des secrétaires, des chargés de la cargaison, des interprètes, des moines, des étudiants subventionnés pour leur séjour en Chine, etc. La construction des bateaux ainsi que les préparatifs du départ s'accompagnaient d'offrandes, de prières, de lectures de textes du canon bouddhique et autres rites religieux dans tous les grands monastères et les grands sanctuaires du pays, car il fallait, pour des missions d'une telle importance, obtenir le secours du ciel. Enfin, et en effet, le danger de ces voyages était grand. Les naufrages étaient très fréquents et certains navires sont parvenus en dérivant au gré des vents jusqu'en Malaisie. Nous ne connaissons, selon les sources qui restent, que 3 ambassades sur 25 qui soient revenues au Japon sans avoir eu à déplorer la perte de 1 ou plusieurs navires, donc la disparition, corps et biens, de plusieurs centaines de personnes. Le fait est si rare qu'il est relevé dans les chroniques officielles japonaises. Les 4 navires étaient affectés respectivement à l'ambassadeur, au vice-ambassadeur et aux 2 conseillers d'ambassade qui jouaient chacun le rôle de commandant durant le voyage en mer. On procédait ainsi sans doute pour s'assurer qu'au moins un des délégués officiels de grade élevé arrive en Chine puis en revienne. C'étaient donc de véritables expéditions à l'époque dont les chances de succès étaient très limitées. Cependant, et malgré les risques élevés encourus sur les plans humains et matériels, la fréquence de ces ambassades montre l'avidité toute particulière des élites japonaises à assimiler au plus vite l'apport du continent et donc l'urgence de la situation telle qu'elle était ressentie à l'époque par le Yamato. Il est difficile ici de ne pas penser à l'envoi massif d'officiels et d'étudiants japonais à l'étranger pendant l'époque Meiji, c'est-à-dire pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, au moment où un danger bien plus précis menaçait l'indépendance du Japon. Alors, il va de soi qu'à l'époque, les relations entre la cour du Yamato et la cour chinoise ne sont pas égalitaires. Ça n'existe pas à cette époque-là.
Elles ne sont pas bilatérales, comme on le dit aujourd'hui. À l'instar de tous les autres pays de la région, le Yamato ne peut entrer en contact avec la Chine qu'en se soumettant au régime tributaire et donc en acceptant une relation de nature hiérarchique avec l'empire du milieu, littéralement. Cependant, le Japon cherchera assez vite à déroger au protocole imposé dès le début du 7e siècle, c'est-à-dire dès le début en fait, des ambassades, et donc cherchera à échapper donc à ces relations inégales et donc à traiter d'égal à égal avec la cour chinoise, ce qui va scandaliser naturellement la cour chinoise. Si la cour du Yamato ne parvient pas tout à fait à obtenir véritablement des relations d'égal à égal, elle va obtenir, en comparaison avec les autres pays sinisés, un traitement tout à fait particulier qui s'explique notamment par le fait que le Japon ne fera jamais partie de l'empire chinois en tant que tel, contrairement à la péninsule coréenne ou au Vietnam. Autrement dit, la stratégie de sinisation délibérée du Yamato a pour objectif non pas de fondre le Japon dans l'empire chinois, mais au contraire d'affirmer son autonomie et son indépendance politique. Enfin, les conséquences directes de ce choix sont immenses puisque la culture japonaise est a priori fortement hétérogène à celle du continent. Et donc une telle stratégie n'étant pas elle-même sans rencontrer des formes de résistance, des décalages, des détournements qui permettent de comprendre que loin de se mettre de façon servile à l'école de la Chine, il s'agit pour le jeune État japonais de lutter avec ce modèle sur son propre terrain. Et les exemples de cette résistance sont légion. Mais je vais surtout insister sur un phénomène qu'on pourrait qualifier, à la suite de François Massé, de tension entre une logique de fixation progressive, autrement dit de sinisation, et des îlots d'autochtonie. Donc c'est le troisième et dernier phénomène fondamental sur lequel je voudrais insister. Alors plusieurs aspects de cette tension vont retenir notre attention aujourd'hui. Premièrement, l'utilisation du terme Tenno pour désigner le souverain japonais, donc qui date de cette époque-là et qui est toujours en vigueur au Japon aujourd'hui. La fixation progressive de la capitale impériale dans la région du Yamato. Et enfin, l'adoption de la langue chinoise écrite. Trois aspects qui sont profondément liés les uns aux autres et directement connectés au thème qui nous réunit aujourd'hui, même si par peut-être des liens un peu souterrains. Alors, premièrement, l'utilisation du terme Tenno. Donc, le clan du Yamato se dote d'un appareil d'État digne de son modèle continental, même s'il l'aménage de façon relativement importante. Et donc, il ne peut plus se satisfaire du titre accordé jusqu'alors par la cour chinoise pour qualifier le souverain japonais. Ce terme était roi, O en japonais, Wang en chinois. Et de façon significative, ce n'est pas le terme le plus courant pour désigner l'empereur de Chine en Chine, à savoir Ti, donc en japonais Tei, qui va être choisi à la fin du 7e siècle, mais un autre mot chinois, lu à la japonaise, en l'espèce, donc le mot Tenno, qui est donc toujours en usage, comme je l'ai dit. Alors, il ne s'agit pas d'un néologisme. Ce mot, donc Tianhuang en chinois, je le prononce très mal le chinois, veuillez m'en excuser, donc Tianhuang a été parfois utilisé en Chine en pareilles circonstances. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ce n'est pas le terme le plus courant utilisé en Chine, et d'autre part, c'est un terme emprunté à la science astronomique chinoise. En effet, il s'agit de l'un des termes qui désigne l'étoile polaire, qui, comme vous le savez, se trouve approximativement dans l'axe de rotation de la Terre, ce qui donne l'impression qu'elle est immobile, alors que les autres étoiles visibles dans le ciel nocturne tournent autour d'elle.
selon un parcours circulaire. Donc, cette étoile est à la fois le souverain céleste, hein, c'est ce que signifie le terme chinois, et un axe du monde, pour reprendre l'expression de François Massé. Alors, pourquoi recourir à un terme aussi spécialisé, alors même que l'astronomie, la science astronomique, n'a jamais été très développée au Japon, donc jusqu'à, on peut dire, l'époque moderne? Alors, cela permet deux choses. D'une part, cela permet bien sûr de se démarquer du modèle chinois, tout en restant dans son univers de référence, qui constitue une stratégie permanente de positionnement donc du Japon par rapport au continent. Et deuxièmement, cela permet de faire du souverain japonais un être transcendant au-dessus de ses sujets. Ce dernier point n'est pas sans lien avec l'affirmation selon laquelle la famille impériale, le clan du Yamato, serait issue directement de l'astre solaire, la grande divinité qui illumine le ciel, la déesse Amaterasu. Le mandat céleste ayant été conféré une fois pour toutes à la lignée du Yamato, contrairement au modèle chinois, auquel cette notion de mandat céleste est empruntée, mais selon lequel ce même mandat est renouvelable, hein, c'est-à-dire confié au fondateur de chaque nouvelle dynastie. Et je vais revenir sur ce point. Or, c'est précisément au moment où le terme Tenno est choisi donc, par l'institution impériale pour désigner l'empereur, c'est précisément à ce même moment, à la fin du 7e siècle, qu'est décidée la reconstruction à l'identique tous les 20 ans, donc la refondation périodique du sanctuaire d'Issé, consacré précisément à cette déesse solaire, Amaterasu, dans un style volontairement archaïsant, directement en lien avec celui des greniers surélevés de l'époque proto-historique, appelée aujourd'hui Yayoi, donc dans un style purement autochtone, ne devant rien aux techniques continentales, donc pré-chinois. Le recours au terme chinois Tenno, repère fixe dans le ciel pour désigner le souverain japonais, ne va donc pas sans un détournement du prestigieux modèle et sans l'instauration concomitante d'un état de nouveauté permanent, comme le dit François Massé, du sanctuaire consacré à l'ancêtre divin, donc divine, de l'empereur. Deuxième point. Jusqu'à la fin du 7e siècle, la cour du Yamato est itinérante, séjournant sur un grand nombre de sites, dont vous voyez ici une liste partielle. Certains d'entre eux ne sont pas bien localisés aujourd'hui, comme celui de Orarida no Miya, tandis que d'autres ont fait donc l'objet de fouilles, voire ont été reconstitués. Considérés comme fiables à partir du VIe siècle, les sources les plus anciennes rédigées au Japon mentionnent en effet systématiquement le lieu de résidence du souverain qui était à l'époque assimilé à son palais. Donc à chaque nouvelle intronisation, la cour impériale, donc autour du clan impérial, déménageait. Selon Francine Eraille, cette errance s'explique sans doute, parfois elle déménageait plusieurs fois au cours d'un même règne. Donc cette errance s'explique sans doute, en plus de considérations politiques et pratiques, par des traditions donc pré-bouddhiques, pré-chinoises, relatives à la mort, qui imposaient aux successeurs d'un empereur défunt de quitter un lieu désormais souillé par un cadavre. Le lien, en fait, le rapport à la mort est d'abord un rapport à la souillure. Chaque cérémonie d'intronisation avait donc pour objectif à l'époque de renouveler le centre du pays, qui se trouvait donc assimilé à l'endroit où se trouvait l'empereur. En renouvelant le centre du pays, on permet de renouveler l'intégralité du territoire. L'architecture en bois permettait également une relative mobilité, car il était toujours possible de démonter et de remonter un très grand nombre de bâtiments. Les premières capitales se confondent donc avec la résidence du souverain et ne sont pas vraiment des villes à proprement parler,
De façon significative, on les appelle miya. Tous ces noms se terminent par miya. Miya, ça signifie en fait le palais en japonais, et c'est un mot japonais. Cependant, la cour du Yamato donc, se rapproche de plus en plus du modèle chinois. Et plus elle s'en rapproche, plus le développement des services administratifs centraux va imposer la construction de bâtiments en grand nombre pour loger les bureaux. Il devient donc plus difficile de procéder à des transferts fréquents de la capitale. De plus, comme le rappelle François Massé, à l'image de ce souverain, personnification de l'étoile polaire, repère immobile, le Japon se dote d'un centre fixe. Donc une capitale permanente, susceptible d'incarner un pouvoir fort, s'exerçant donc sur l'ensemble du territoire, même s'il faut nuancer, car pendant longtemps, la prégnance de l'ancienne conception de l'espace et du temps va résister au prestige du modèle chinois. Cette sédentarisation a donc été très progressive. Et il faudra attendre 2 siècles, soit la fin du 8e siècle, pour que la cour impériale se fixe définitivement, avant l'époque contemporaine, sur le site de Heian, précisément. Alors, je simplifie un peu. Un premier essai a lieu à Fujiwara-kyo. Donc Fujiwara, c'est le toponyme, et Kyo signifie la capitale. Et de façon assez symptomatique, Kyo n'est pas un mot japonais, c'est un mot sino-japonais. C'est un mot d'origine chinoise et donc adopté en japonais. Fujiwara-kyo est la première capitale permanente du pays. Date, donc, puisqu'elle voit se succéder pour la première fois 3 règnes. Entre donc, 694 et 710, date à laquelle la cour se déplace à nouveau et se stabilise pour près d'1 siècle sur le site de Heijo, Kyo, l'actuelle ville de Nara, excepté une courte période entre donc, 741 et 745, où la cour est à nouveau itinérante. Alors, Nara, Heijo, est construite sur le modèle chinois, sur le modèle de la capitale de l'empire des Tang, donc Chang'an, qui inspire non seulement les capitales japonaises à l'époque, mais aussi la Corée et le royaume de Bohai. C'est le lieu de résidence de l'empereur. Elle habite dans ces quelques 20 km² la cour et l'administration centrale, soit, selon les estimations, tout au plus quelques dizaines de milliers de personnes, pour une population estimée à 6 ou 7 millions d'habitants pour le 8e siècle dans tout l'archipel. Il y en aura un petit peu plus à l'époque de Heian, peut-être 100 000 personnes. Les secteurs de la cité sont délimités par des avenues orientées est-ouest qui coupent à angle droit des avenues nord-sud, parallèles à l'avenue Suzaku, que vous avez en rouge. Suzaku signifie l'oiseau rouge. L'oiseau rouge est la divinité qui incarne la direction sud, l'Orient, donc méridional. Cette avenue Suzaku est donc l'axe médian de la ville, à l'extrémité de laquelle se trouve le palais impérial, donc qui est situé au nord. Elle délimite également de façon géométrique 2 moitiés de la ville, la partie dite est, donc, qui est en fait la partie gauche, et la partie est-ouest, qui est la partie droite. Alors pourquoi est, donc gauche et droite? Ça me paraît un petit peu curieux de notre point de vue, puisque dans l'histoire des cartes montre en Europe qu'on va progressivement orienter les cartes vers le haut, c'est-à-dire vers le nord, mais ça a une très très longue histoire. Tout simplement parce que c'est le regard du souverain qui détermine la gauche et la droite. Donc il faut se mettre à la place de l'empereur au nord, et c'est l'empereur qui, donc, à l'est à gauche et à l'ouest à sa droite. Comme le souligne Francine Eraille, avec la fondation d'une capitale permanente, on assiste à une sorte de retournement dans la conception de l'espace et donc du territoire, l'ensemble du territoire japonais. Ce n'est plus le souverain qui crée le centre, il devient celui qui réside au centre, comme intercesseur entre le pays et les divinités, entre le pays et les Bouddhas, donc les divinités
du culte sur lequel on va revenir, donc du culte Shinto, ainsi que les Bouddhas. Donc, cette structure, comme vous le voyez, c'est une structure en damier. Elle est abstraite, elle est rigoureuse, elle est symétrique, du moins au début. C'est un monde dans lequel vit la cour, qui est ordonnée et orientée. Et donc, si la cour vit dans ce monde-là, c'est-à-dire que la totalité du pays vit également dans ce monde ordonné et orienté. Donc, le souverain regarde vers le sud et le monde s'organise, s'ordonne autour de ce regard. L'axe déterminé par l'avenue Suzaku s'aligne sur le palais. C'est une configuration qui traduit l'espace du territoire organisé autour de l'empereur et qui dédouble au niveau terrestre. Donc, il y a un dédoublement au niveau terrestre du niveau cosmique, à savoir le ciel organisé autour de l'étoile polaire. Donc, tout est totalement logique. Dans la conception de ce plan, rien n'est laissé au hasard. Le palais, la capitale, doivent exprimer non seulement le prestige du souverain et du pays, mais aussi et surtout rendre visible l'ordre et l'harmonie de la société, donc du monde, garantis par l'institution impériale. Alors, des considérations politiques conduisent la cour à abandonner donc Heijo, donc Nara, en 784 pour un autre site qui est le site de Nagaoka, donc une opération très complexe qui vont l'amener à déménager, donc on peut dire une dernière fois sur le site de Heian-kyo, donc en 794. Alors Heian-kyo, c'est donc la future Kyoto. Et ce qui est intéressant, c'est que Kyoto, ce n'est pas en fait un toponyme au départ. Kyoto, ça veut dire simplement la capitale. Il n'y a qu'une capitale, en fait, au Japon. Donc Kyoto. Et à cette époque-là, la ville est appelée Heian. Dans cette ville, l'institution impériale, la famille impériale, va rester pendant plus d'1 millénaire. Et jusqu'à donc, ce qu'on appelle la révolution de Meiji. Et donc à cette date-là, donc l'empereur, qu'on appelle aujourd'hui l'empereur Meiji, va décider de s'installer à Tokyo, donc qui est dans l'Est. Et le sens de Tokyo signifie précisément capitale de l'Est. Donc en fait, la ville de Tokyo donc, doit son nom littéralement à Kyoto. Elle ne se comprend pas sans Kyoto. Donc elle est orientée dans l'espace. Il faut de plus souligner un point extrêmement important pour le propos de ce soir, c'est qu'à chaque déménagement, et vous le voyez, il y en a beaucoup, et j'ai simplifié cet historique, à chaque déménagement, le site précédent est entièrement abandonné par la cour, par la majorité donc, des habitants et des habitantes. Donc, ne subsistent dans le meilleur des cas que des monastères qui, eux, donc, constituent de très grands centres d'études et de prières. Mais donc, ça veut dire que l'ancienne capitale, par exemple, de Nara, devient assez rapidement un champ de ruines et des rizières, en fait, des champs et des rizières, une fois que la cour a déménagé sur le site de Heian. Donc, à l'époque de Heian, celle qu'on envisage aujourd'hui, il n'existe pas d'autre ville, à proprement parler, sur l'archipel. Donc, Heian-kyo, futur Kyoto, est un centre absolu, à la fois sur le plan géographique, politique, symbolique et culturel. Enfin, si Fujiwara, puis Heijo et enfin Heian ne sont pas fortifiés comme en Chine, le palais impérial comporte une série de cours qui sont entourés de murs, donc des murs de pisé de 3 mètres de hauteur, percés de portes monumentales, dont la porte Suzaku, donc cette porte qui permettait donc à la cité impériale d'être en contact avec la ville, donc notamment par l'avenue Suzaku, qui donnait donc accès au palais de Heijo. On y note des caractéristiques communes avec tous les pavillons destinés à abriter les services centraux ou réservés à la vie publique du souverain. Le bâtiment est couvert de tuiles, repose sur un soubassement en pierre et comporte une structure mise en valeur par une couleur rouge vif, dans un style ouvertement chinois. En revanche, donc là vous avez l'échelle
donc puisqu'il y a des personnages, des touristes qui se trouvent donc entre les travées. Donc ce sont des portes qui sont véritablement monumentales, elles font 12 mètres de haut. En revanche, les bâtiments destinés à la vie, on peut dire privée de l'empereur, sont protégés par des toits faits de matière végétale, bardeaux de cyprès. Ces bâtiments sont surélevés sur des pilotis et réalisés dans des matériaux laissés bruts, nus, à la mode japonaise. Donc une différence de traitement, donc pas seulement donc sur le plan symbolique, mais vraiment matériellement, la vie de l'empereur est organisée selon ces deux polarités, une polarité chinoise et une polarité japonaise. Enfin, comme le rappelle François Massé, la fixation de la capitale impériale correspond aussi à l'émergence d'un rite qui s'appelle le rite de la gustation solennelle des prémices, comme rite d'avènement, donc au début de chaque siècle, de chaque règne. Ce rite est un rite d'origine agraire. Il a lieu tous les ans à l'automne, donc au moment des récoltes de riz, mais il prend un relief particulier l'année de l'intronisation d'un nouvel empereur. Alors, au cours de la cérémonie, ce dernier offre les prémices du riz à son ancêtre, donc la déesse du soleil, Amaterasu, ainsi qu'aux divinités du ciel et de la terre, puis il les consomme avec elles. Le riz provient de deux provinces, choisies respectivement à l'est et à l'ouest, ce qui permet, comme pour la capitale, de subsumer le pays tout entier. Selon le dictionnaire historique du Japon, dans les temps anciens, le résultat des moissons était de première importance pour l'empereur, dont l'un des rôles fondamentaux était précisément de prier donc les dieux pour une abondante production du sol, puis de leur adresser au moment de la récolte ses remerciements. On peut voir dans ce rite, donc appelé le Daijo Osai, la trace de cette période où les exigences du culte constituaient la base même des affaires publiques. Ce rite, qui existe toujours, a lieu donc depuis l'époque dont on parle, depuis le 7e siècle, a lieu dans un ensemble de bâtiments construits spécifiquement pour l'occasion et qui est destiné, point extrêmement important, à être détruit après usage. Pourquoi ? Cela permet de garantir leur pureté rituelle et donc leur efficacité rituelle. Et comme vous pouvez le constater, les caractéristiques du bâti, notamment l'usage de matériaux d'origine végétale, laissés bruts, permettent d'exclure toute influence chinoise. De fait, François Massé rappelle que, dès le début du IXe siècle, une source ancienne met explicitement en parallèle la construction du sanctuaire d'Issé, que l'on a vu, donc la reconstruction du sanctuaire d'Issé à date périodique, qui existe toujours, avec la construction des bâtiments de la dégustation solennelle, le Daijo Osai. Or, ce rite, qui met en présence pour l'occasion unique d'un repas communiel le souverain et la déesse elle-même, la déesse Amaterasu, court-circuite le temps, revient à l'époque antérieure de la séparation entre le temps des dieux et le temps des hommes. Il permet de réintroduire du provisoire, du cyclique, dans un système de représentation qu'il excluait aussi bien au niveau du temps que de l'espace. Donc dans un système dans lequel l'empereur et son palais constituent des repères fixes et immuables, donc le système chinois. Autrement dit, alors même que la logique de sinisation s'impose de la façon la plus évidente au cours du processus de création du jeune État japonais, et ce dans ses manifestations les plus tangibles, donc de son autorité, de son prestige, des îlots d'autochtonie permettent de résister au cœur de l'institution pour ce qui touche la personne du souverain lui-même dans son rapport aux dieux, donc dans son rapport au pays tout entier. Enfin, je voudrais aborder un dernier point qui concerne ce double phénomène de sinisation et de revendication d'autochtonie, en l'espèce l'adoption de la langue chinoise écrite, qui accompagne nécessairement la création de l'État japonais, car l'écriture facilite le développement d'une administration
et une maîtrise en continu des communications sur de longues distances. Encore une fois, le rôle joué par les nombreuses ambassades envoyées par la cour du Yamato sur le continent s'avère crucial. Chaque délégation, je l'ai dit, revient avec une masse considérable d'informations et notamment des textes. Alors, ces textes sont naturellement rédigés en chinois. Cela va sans dire, puisqu'ils viennent de Chine. C'est une langue, le chinois, dont la maîtrise s'avère indispensable pour paraître civilisée à l'époque dans la région. Et c'est aussi une langue qui permet, donc, qui a bien sûr un énorme prestige symbolique. Mais c'est aussi une langue qui, de façon beaucoup plus, on peut dire, pratique, permet un accès direct à la masse des documents qui ont été produits sur le continent. La curiosité et le volontarisme de la cour impériale japonaise sont tels qu'au début du IXe siècle, fin 8e, début du IXe siècle, on dispose déjà dans l'archipel d'à peu près un quart des ouvrages existants en Chine à l'époque, soit environ 1500 titres. Alors, aujourd'hui, ça nous paraît peu, mais à l'époque, c'est absolument considérable, étant donné la distance et, on l'a vu, les risques encourus. Au moment de l'emménagement sur le site de Heian, donc à la fin du 8e siècle, le chinois est la langue administrative, la langue diplomatique, la langue politique, la langue culturelle de la région, et ce prestige restera intact jusqu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, on estime, Jean-Noël Robert estime, que 80 à 90% des textes rédigés au Japon en 1500 ans l'ont été en langue chinoise. Donc il ne s'agit pas seulement d'une langue qui est importée et auquel les Japonais qui peuvent lire le chinois ont accès. Ils vont écrire dans cette langue, de même qu'on a écrit en latin pendant un certain nombre de siècles. Je rappelle que l'adoption du français comme langue administrative, c'est François Ier. Donc c'est quand même très récent. Mais il faut noter d'emblée 2 points. D'une part, le chinois est une langue écrite. Il n'a jamais été utilisé à l'oral au Japon, sinon de façon très exceptionnelle. Et d'autre part, très tôt, des tentatives seront effectuées au Japon pour fixer dans l'écriture la langue vernaculaire, en l'espèce donc le japonais. Or, et quoi qu'on ait pu en dire donc au Japon même, il n'existait pas de système graphique autochtone dans l'archipel avant l'arrivée du système graphique chinois. Donc, à l'instar de l'alphabet latin qu'on utilise tous les jours, l'écriture japonaise constitue ce qu'on appelle une écriture seconde. Je reprends la catégorisation d'Anne-Marie Christin, c'est-à-dire une écriture qui a été développée à partir d'un système graphique préexistant, en général importé. Son adoption, pour noter la langue japonaise, a constitué un processus très long. Il a commencé aux alentours du 5e siècle de l'ère chrétienne et est parvenu à une première configuration stable au bout de près d'un demi-millénaire, donc 500 ans. Alors pourquoi ce processus a-t-il été si long ? Tout simplement parce qu'il n'allait pas de soi. En effet, le japonais et le chinois sont aussi éloignés l'un de l'autre que le français et l'arabe, par exemple. Donc des langues qui relèvent de familles linguistiques distinctes, qui fonctionnent de façon totalement différente, même si, bien sûr, des contacts sur le temps long ont permis d'établir des ponts entre elles, et notamment au niveau du lexique. Alors, au IXe et Xe siècle, sont inventés, à partir des sinogrammes, de sinogrammes simplifiés, ce que l'on appelle les syllabaires phonétiques japonais, kana. Il y en a 2, donc les hiragana et les katakana. S'ils prennent en charge l'un et l'autre la même langue, il s'agit du japonais dans les 2 cas, donc sur le plan phonétique, ils paraissent donc bien sûr redondants l'un par rapport à l'autre. Mais ces 2 systèmes de notation n'ont pas la même origine ni la même fonction. Donc même si cette fonction va évoluer au cours du temps, le premier, donc le système qu'on appelle aujourd'hui hiragana, donc qui est le système des kana cursifs, a été inventé dans le milieu de la cour impériale
afin de noter par écrit la langue japonaise. Le second, les katakana, ou kana, donc on peut dire kana fragmentaire, kana partiel, a été inventé dans le milieu monastique, donc le milieu du bouddhisme, pour aider à l'oralisation des textes chinois, en l'occurrence donc le canon bouddhique. Autrement dit, comme l'a souligné Terada Sumie, le premier, les hiragana, permettent de passer de l'oralité à l'écriture, alors que le second, les katakana, permettent de faire le contraire, de passer de l'écriture à l'oralité. Alors, je n'ai pas du tout le temps d'entrer dans le détail de cette double invention fascinante, mais je voudrais néanmoins relever que le terme japonais kana, qui sert à les désigner, provient de l'abréviation du composé japonais kari-na, littéralement sens provisoire. Il s'oppose au terme mana, donc utilisé à l'époque, qui renvoie pour sa part au caractère chinois. Mana signifie littéralement sens vrai. Alors qu'est-ce qu'on entend par vrai ici? On entend fixe. Encore cette idée de fixité. Les substantifs kana et mana donc apparaissent dans les documents du Xe siècle, soit à l'époque où les syllabogrammes deviennent courants pour noter la langue japonaise à la cour. Le terme mana s'explique par la nature des caractères chinois dont le ou les sens préexistent à leur mobilisation dans un énoncé. Autrement dit, ce sont des mots de la langue, ce sont des idéophonogrammes. Par exemple, vous prenez le sinogramme pour chat, il aura le même sens quel que soit le contexte. On est d'accord. Alors que les kana donc, se comportent exactement comme nos lettres alphabétiques. Ce sont de purs phonogrammes. Donc, ils ne comportent pas de signification propre ou fixe en dehors de tout contexte. C'est ce qui signifie littéralement kana, sens provisoire. C'est donc leur usage combiné qui permet de reproduire la chaîne du discours oral et de fixer un sens autrement potentiel. Donc, pour reprendre notre exemple de chat, C-H-A-T, donc chacune des 4 lettres de ce mot, n'a pas de sens en dehors de la chaîne composée pour transcrire à l'écrit le mot chat. Relevons donc encore une fois cette idée de fixité associée à ce qui relève de la sinosphère, de la Chine, alors que la composante japonaise de l'écriture s'inscrit dans le provisoire, comme encore une revendication d'autochtonie. L'apparition des syllabaires va permettre, à partir du Xe siècle, de figer aisément dans l'écriture des énoncés japonais. Des énoncés, en fait, en langue japonaise. Attention, pas tous les énoncés. Production qui, loin d'être cantonnée à la correspondance privée, va prendre une importance symbolique considérable. De nombreux manuscrits conservés donc de l'époque de Heian témoignent de l'élaboration en langue vernaculaire, donc en japonais, de textes, relevant de genres extrêmement variés, la poésie, comme ici, avec un exemple qui montre toute la différence entre les langues et les systèmes graphiques chinois à droite et japonais à gauche, mais aussi donc des prières aux divinités du culte autochtone, la prose narrative, les récits fictionnels en particulier, les notes journalières, les essais, etc. Cependant, la langue chinoise écrite n'est pas abandonnée pour autant. Cette double écriture en chinois et en japonais, pour reprendre l'heureuse expression de François Massé, permet de recourir à l'une ou à l'autre langue écrite en fonction du type de texte, du contexte, des circonstances, du genre du scripteur, homme, femme, etc. En d'autres termes, l'invention des kana a eu pour conséquence de multiplier les possibilités linguistiques et lexicales, de développer des régimes discursifs, des régimes de discours variés en fonction des situations d'énonciation. À partir du Xe siècle, la cour japonaise, qui avait auparavant revendiqué son autonomie politique, va pouvoir, pour la première fois, revendiquer son autonomie culturelle, c'est-à-dire fabriquer ses propres modèles. Modèles qui, loin de remplacer les précédents, forment avec eux une nouvelle configuration.
Alors cette coexistence et cette complémentarité structurelle des langues chinoises et japonaises au cours de l'histoire du Japon ont été nommées hiéroglossie par M. Jean-Noël Robert, ici présent, auquel donc j'emprunte le concept un instant s'il m'y autorise. Par ce néologisme, il entend une situation triangulaire au sein de laquelle les relations entre une langue référentielle, ici le chinois, une langue de référence, à la fois symbolique, etc., et une langue vernaculaire, le japonais. Donc ces relations sont modelées par des préoccupations doctrinales et notamment religieuses. En choisissant de l'appeler hiéroglossie, donc M. Robert met l'accent sur la sacralité de la langue, introduisant un élément religieux à ses yeux fondamental. Donc je le pille de façon éhontée. Et en effet, si le chinois est associé au bouddhisme, car tous les textes du canon bouddhique parviennent au Japon dans cette langue, après avoir été parfois donc traduits, donc des langues indiennes, le japonais est la langue des dieux du Japon. Donc ce que l'on appelle aujourd'hui le Shinto, qui ne s'appelait pas le Shinto à l'origine, puisque le bouddhisme n'existait pas, donc il n'y avait pas de nécessité de distinguer le Shinto du bouddhisme. Et c'est donc dans cette langue, c'est-à-dire la langue japonaise, qu'on adresse des prières aux divinités du Shinto, ces divinités qu'on appelle des kami. Selon la première chronique traitant de l'origine divine de la dynastie impériale, donc on appelle le Kojiki, ou récit des temps anciens, qui a été présenté à la cour justement donc pendant ce processus de fixation de la capitale impériale en 712, le tout premier poème en japonais aurait été composé par un dieu, en l'espèce le turbulent Susanoo no Mikoto, pour son épouse. Donc je le lis en japonais, et puis après je le lis en français. Yakumotatsu izumo yaegaki tsumagomi ni yaegaki tsukuru sono yaegaki o. En Izumo, où s'élèvent les nuées, une octuple enceinte pour protéger mon aimé, une octuple enceinte j'élève, oh, cette octuple enceinte. Ce poème de 31 syllabes est si célèbre qu'une stèle a été élevée tout récemment pour donc l'honorer dans le sanctuaire de l'octuple enceinte, donc Yaegaki Jinja, du département de Shimane. Grâce au syncrétisme entre bouddhisme et shinto, caractéristique de l'époque de Heian, la poésie en langue vernaculaire va finir par transmettre les notions fondamentales du bouddhisme dans une forme plus accessible, puisque en japonais, pour des japonais. Donc va constituer une sorte de glose immanente des écritures bouddhiques chinoises et la version autochtone des formules efficaces, donc les dharani, transmises en langue indienne, comme le souligne M. Robert. Mais cette évolution est plus tardive. C'est une évolution donc, que l'on peut repérer à partir du XIe, XIIe siècle. Et ce que je vous invite à retenir ici, c'est le rôle joué par la poésie en japonais, donc dans la préservation de cet îlot d'autochtonie par rapport au modèle chinois. La poésie en japonais donc, est le plus souvent de forme courte, donc 31 syllabes, comme je l'ai dit, à l'instar de ce poème de Susanoo. Cette forme, on l'appelle communément waka, autrement dit poème japonais. L'univers du waka n'est pas seulement différent de l'univers linguistique chinois, il l'exclut absolument sur le plan formel. De même que, par exemple, le bouddhisme, les éléments du bouddhisme, aucun bâtiment bouddhique ne peut être construit à l'intérieur de la cité interdite. Étant donné que l'empereur du Japon est le personnage le plus taboué de l'Empire et qu'il est d'abord intercesseur avec les kami du Shinto. Alors qu'est-ce que ça veut dire donc que le waka exclut la langue chinoise sur le plan formel? Cela veut dire qu'aucun terme chinois en tant que tel ne peut être utilisé dans ce cadre, même si le genre du waka lui-même a été influencé par des thématiques empruntées à la production continentale. De plus, cette poésie waka est fondamentalement orale, même si elle a été fixée par et dans l'écriture. Le mot japonais pour poème, uta, a aussi le sens de chant. Alors, tous ces points posés, je peux en venir au rôle donc, joué par l'institution impériale, installée depuis donc, 798 dans la cité de Heian,
au sein de la création lettrée. On a vu que l'empereur, au Japon, tient sa légitimité et donc son autorité, non seulement donc de sa filiation directe avec la divinité solaire Amaterasu, donc filiation revendiquée au début du 8e siècle dans les textes fondateurs de l'institution impériale, mais aussi donc d'une notion chinoise fondamentale que j'ai déjà évoquée, celle du mandat céleste. Encore une fois, la particularité du paradigme japonais vient de sa capacité à adapter le modèle continental en fonction de ses propres besoins. Or, selon cette conception propre à la Chine, et on va me pardonner de simplifier à l'extrême des notions autrement complexes, le fondateur d'une dynastie, en rétablissant l'ordre, reçoit l'approbation du ciel, ses descendants régnant par leur sagesse et par leur vertu. Donc sagesse et vertu capables de maintenir la paix dans le pays. À l'inverse, si un empereur ou une impératrice, enfin il n'y en a pas eu beaucoup, se rend coupable d'injustice et de crimes, le peuple peut à bon droit se rebeller, renverser la dynastie et favoriser l'émergence d'un nouveau souverain, sage et donc digne de rétablir l'ordre, à son profit naturellement. Donc selon un cycle abondamment illustré dans l'histoire de l'Empire, le renouveau succède toujours à la décadence. C'est du moins ainsi que les fondateurs de lignée ont légitimé bien sûr leur accession au trône. Cette notion s'est également acclimatée au Japon, où l'empereur se porte garant non seulement des bonnes relations entre le pays et les dieux autochtones, donc par exemple en priant ces derniers pour les bonnes récoltes, on l'a vu, mais aussi de façon plus générale, donc en se portant garant de l'ordre et de la paix à tous les niveaux, puisque le microcosme doit refléter le macrocosme. Il y a un lien direct entre ces deux niveaux de réalité. De fait, les codes et les textes de loi rédigés à partir du milieu du 7e siècle ne disent rien du souverain, du tenno, ne disent rien de son rôle. Une absence totale. Selon Francine Eraille, le décrire comme tout-puissant ou faiseur de loi ou au-dessus d'elle serait cependant dénaturer la réalité. Il appartient à un ordre différent de celui du pouvoir. En japonais, il est dit la divinité visible, Akitsukami. Sa présence rend en quelque sorte concrète, incarne, si vous voulez, la protection que les divinités accordent au pays. L'influence bienfaisante de l'empereur rayonne, et pour autant que sa conduite soit morale et qu'il serve convenablement les divinités, elle procure paix et prospérité à ses sujets. Donc l'idéologie impériale au Japon a donc tendance à éloigner le souverain du gouvernement réel ou de la conduite des affaires en tant que tel. Son rôle est ailleurs. C'est pour ça qu'il n'a jamais été renversé au Japon. Parce qu'il est indispensable. Même quand les guerriers sont arrivés au pouvoir, bien sûr, ils n'ont pas cherché à être empereur à la place de l'empereur. Ce n'est pas possible. Donc dire que l'empereur n'a pas de pouvoir à partir de l'apparition des guerriers, à mon avis, c'est une lourde erreur. En fait, tout dépend de la définition du pouvoir que l'on a. Donc son rôle est ailleurs et sa vertu s'exprime notamment par la diligence supposée de ses fonctionnaires lettrés, dont les pratiques et la connaissance des classiques chinois notamment permettent d'incarner l'idéologie impériale du bon gouvernement, conçu comme civilisateur. Le bon gouvernement, il est civilisateur par essence. À telle enseigne que, précisément lorsque les guerriers imposent au Moyen-Âge un pouvoir d'une toute autre nature, donc celui des rapports de force militaires, auxquels on est davantage habitué, les fonctionnaires de la cour impériale y voient la preuve tangible de l'arrivée de la fin du monde, Mappo, annoncée par le Bouddha lui-même. Or, comme le rappelle à nouveau Francine Eraille, les lettrés ont trouvé en Chine l'idée qu'il n'y a ni distinction, ni opposition entre les mondes naturels et humains, mais union et continuité. Il convient donc avant tout d'établir dans le pays l'harmonie, celle qui naît quand chaque élément est à sa place, donc dans un monde ordonné, donc hiérarchique. Autrement dit, quand l'ordre, au niveau terrestre, reflète l'ordre au niveau céleste.
Pour illustrer cette continuité entre monde naturel et humain, je vais maintenant revenir un instant à l'écriture. En effet, selon les sources anciennes, l'idée que se sont fait les Chinois des signes graphiques apparente ces derniers non pas à des productions humaines, ce qu'on pourrait appeler des artefacts, mais à des manifestations de l'univers. Dans les classiques chinois, le livre des Odes, le livre des rites, le livre des mutations, etc., qui ont été rédigés entre le XIIe et le VIe siècle avant l'ère chrétienne, et donc dans tous les commentaires qui ont suivi, les grandes inventions civilisatrices sont effectuées par des sages légendaires qui sont sages parce qu'ils savent lire l'univers, c'est-à-dire percevoir au-delà du désordre apparent l'harmonie et l'ordre du cosmos. Ils savent interpréter cet ordre et pacifier les autres hommes, leurs sujets, en leur transmettant leur savoir. La grande préface attribuée à Wei Hong n'affirme-t-elle pas, au 1er siècle de l'ère chrétienne, je cite, « Le souverain réforme le peuple grâce au livre des Odes ». Le livre des Odes, c'est la plus ancienne anthologie, si vous voulez, de poésie chinoise. Alors, ces signes du monde sont exprimés par un sinogramme, qui est le sinogramme Wen, qui signifie en tout premier lieu donc signe, graphe, écrit, mais aussi composition lettrée, et enfin culture et civilisation. On voit ici le continuum très très net entre le monde naturel et le monde culturel. Son étymologie est veine, nervure, lignes entrecroisées, tracés se recoupant, figuration d'entrecroisement. Selon la conception chinoise, il s'agit donc d'un caractère qui suggère la lisibilité du cosmos dont découlent tous les autres caractères. C'est la manifestation lisible, visible, dans tous les composants de l'univers, du passage du désordre, de l'invisible, du chaos, donc au cosmos, à l'ordre, au visible. Dans ce processus, les veines du monde, donc ces wen, représentent les signes de cohérence, les artères de l'organe, si vous voulez, de l'organe universel. Ces signes sont considérés comme une manifestation spontanée de la cohérence de l'univers. Donc la naissance des figures et des graphes est donc assimilée à la naissance de la civilisation. Mais non pas selon une logique d'opposition si courante chez nous, en anthropologie, entre nature et culture. C'est le contraire, donc dans la pensée du signe en Chine. La civilisation, donc Wen, n'est civilisation et donc vertu impériale, on l'a vu, que parce qu'elle découle de l'ordre cosmique et non pas parce qu'elle s'oppose à la nature. Le Wen, et donc partant tous les sinogrammes, permettent la propagation de l'éducation morale comme découlant naturellement d'un ordre du monde que garantit donc la civilisation impériale grâce aux intermédiaires représentés par les fonctionnaires lettrés, bienfaisants, enfin on peut l'espérer, envers le peuple. L'écriture est donc associée de façon très étroite avec l'autorité du souverain. Or, précisément, ce que l'on appelle Wenshui en chinois, Bungaku en japonais, est l'étude des Wen. Autrement dit, le savoir ou la création lettrée, telle qu'incarnant la vertu civilisatrice du souverain, et non la littérature, au sens où on l'entend aujourd'hui, puisque aujourd'hui, en fait, Bungaku en japonais, c'est la traduction du mot littérature. Mais ce terme donc, est un terme d'origine chinoise qui n'a pas du tout le sens de littérature au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc c'est un savoir lettré qui se situe au cœur de la fonction impériale en tant qu'elle est garante de l'ordre du monde. Si l'empereur règne sans gouverner, sa vertu civilisatrice s'exprime par les lettres et aussi par les rites. Pour illustrer ce point et proposer donc une conclusion provisoire, je vais m'attarder un instant à un moment fondateur pour les lettres japonaises, en l'espèce le recueil des poèmes japonais d'hier et d'aujourd'hui, le Kokin Wakashu, qui a formé dès sa compilation le bagage poétique de toute personne lettrée à la cour impériale. Il s'agit de la première anthologie de poésie en japonais, compilée sur ordre impérial et notée à l'aide de syllabogrammes, kana, donc ces fameuses lettres japonaises.
Commandée par l'empereur Daigo et achevée en 905 par une équipe de lettrés, cette anthologie impériale est conçue comme une fondation politique. Elle sert non seulement à manifester la gloire du règne, mais aussi et surtout de défense et illustration de la langue japonaise, en revendiquant un usage légitime de cette langue, longtemps cantonnée à la sphère privée, comme langue poétique officielle, en plus du chinois, donc comme véhicule de la civilisation et partant expression de l'autorité impériale. Autrement dit, c'est une affaire d'État. Elle exprime l'ambition culturelle de la cour du Yamato de négocier un espace d'expression vis-à-vis de la norme représentée par la langue chinoise et par son prestige. En d'autres termes, le geste impérial instaure avec le Kokin Wakashu une nouvelle configuration touchant les pratiques scripturaires dans le Japon précontemporain, ce recueil servant de modèle absolu pendant des siècles. Étant donné la prééminence de la poésie sur tous les autres genres d'expression subjective, y compris la prose romanesque. La compétition identitaire, pourrait-on dire, bat son plein et les revendications de la cour japonaise en matière d'exemplarité sont nettes. Culturellement, le Japon n'est plus censé devoir directement quelque chose à son modèle, car si l'anthologie est précédée de 2 préfaces, l'une en chinois et l'autre en japonais, donc la préface en chinois, pourtant rédigée sans doute en premier et source d'inspiration de la seconde, sera rapidement reléguée à la fin du recueil, voire supprimée dans les manuscrits, comme le rappelle Michel Villard-Baron dans sa récente traduction, alors que la préface en kana sert de pierre de fondation à la réhabilitation de la poésie en langue japonaise, au point de circuler même indépendamment du recueil, comme vous le voyez dans cette copie du XVIIIe siècle. Entre le continent et l'archipel, le jeu de polarité s'est donc inversé. Ce geste, sans précédent, affirme un changement dans le rapport de force symbolique entre sinocentrisme et périphérie. Grâce au prestige civilisationnel du continent, face au prestige civilisationnel du continent, le Japon devient, au bout de plusieurs siècles, pour soi-même un modèle, donc grâce à ce geste impérial, ou plutôt, pour reprendre l'expression de Atsuko Sakaki, il trouve sa propre place en inventant une distance par rapport à la Chine. Au sein de cette cité, donc, qui de Heian à Kyoto a constitué le centre fixe du pays pour un millénaire, institution impériale et création lettrée, quoique importées toutes les deux du continent, ont donc constitué le lieu d'une renégociation ou de négociation créatrice avec les revendications d'autochtonie du Japon. Je vous remercie de votre attention et je vous prie de m'excuser, je vois que j'ai été beaucoup plus long que je ne le croyais. Panorama. J'ai beaucoup aimé votre formule dans l'histoire de la culture, tout se tient. Et c'est donc cette dialectique sino-japonaise qui a fait l'histoire du Japon. Et il suffit de regarder maintenant les actualités pour voir que beaucoup de choses sont encore immensément d'actualité. Par exemple, tous les ans, enfin, même encore maintenant dans l'actualité heureuse, tous les ans, le 1er de l'an, le couple impérial japonais récite un poème japonais, n'est-ce pas, dit en public et annonce comme ça la nouvelle année. Alors, il y a certainement beaucoup de questions. Si vous avez un micro à côté de vous, nous ne pourrons malheureusement en prendre que 2 ou 3, mais si je ne vois pas si ça... Il y a pas, en attendant que vous réfléchissiez, vous avez certainement fait exprès de ne pas parler de la différenciation entre littérature féminine et masculine, mais quel est votre avis là-dessus? Parce que je suis certain que vous en avez un ici. Oui, alors je n'ai pas abordé les questions de genre, je les ai évoquées, mais je ne les ai pas abordées. En fait, j'ai dit que le terme hiragana est un terme moderne. En fait, il n'est pas du tout utilisé au Xe siècle, au moment où ils sont inventés. C'est en fait un mot qui apparaît beaucoup plus tard, au début du XVIIe siècle. Alors, à cette époque-là, quel est le terme utilisé pour parler donc de ces syllabogrammes japonais qui servent à noter à l'écrit la langue japonaise? On parle d'écriture de femme, onnade. Littéralement, la main, T, onna de la femme. Et vous vous en doutez, donc on a aussi
donc utiliser le terme écriture d'homme, donc autocodé, pour désigner précisément la langue chinoise écrite. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il semblerait que ce soit précisément donc, au sein donc, des cours qui entouraient les impératrices du Japon que soient nés donc ces syllabogrammes. Et donc ils ont été associés très très vite à l'expression subjective féminine, même si bien sûr les hommes pouvaient utiliser également cette écriture. Et elle le faisait de façon assez relativement monopolistique pendant un certain temps, tout simplement parce que bien sûr, elle connaissait le chinois, pour la plupart, tout simplement parce qu'elle lisait les sutras du bouddhisme, hein, et souvent elle passait leur temps à les copier, donc elle connaissait parfaitement le chinois, elle pouvait le lire, elle pouvait le comprendre, mais elle n'était pas censée écrire en chinois. Donc ça faisait partie, à l'époque de Heian, c'est extrêmement net, hein, et donc les hommes pouvaient utiliser à l'écrit le chinois et le japonais, en fonction du type de message, en fonction du type de texte, des circonstances, etc., des personnes auxquelles ils s'adressaient, alors que les femmes, elles, ne devaient recourir qu'à l'écriture féminine, donc en fait au hiragana. Et donc effectivement, il y a une répartition genrée absolument fascinante entre écriture féminine et écriture masculine, même si il faut aussi nuancer le propos. Donc cette thématique est d'ailleurs illustrée par un récit, donc un des plus anciens en fait, on peut dire journal, un journal donc personnel, donc qui est un genre important, hein, donc de on peut dire de autobiographique ou d'autofiction, donc une écriture du je. Et donc c'est un homme qui a écrit le premier, enfin le plus ancien, celui qui est conservé, qui date donc de la première moitié du Xe siècle, à un moment où les kanas sont utilisés. Mais c'est un genre qui n'existe pas. Et à cette époque-là, on ne peut qu'écrire dans le cadre d'un genre fixe. C'est la même chose en Chine, hein, on écrit dans le cadre d'un genre. Et donc, c'est un texte privé. Donc il ne peut pas l'écrire en chinois. Donc il va l'écrire en japonais. Mais comme c'est un genre qui n'existe pas, lui, en tant qu'homme, il est obligé de se faire passer pour une dame de sa suite pour l'écrire. Donc une dame de sa suite totalement fictive. Donc c'est un texte qui est une pure fiction. Mais il est obligé de passer par la langue japonaise pour revendiquer une expression subjective. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc en fait, à cette époque-là, et pendant de nombreux siècles, donc jusqu'à aujourd'hui, où là maintenant, c'est clairement le japonais qui est utilisé, hein, donc on n'écrit plus du tout en chinois, n'est-ce pas Jean-Noël, au Japon. Je pense que très très peu de personnes de toute façon seraient capables d'écrire en chinois classique. Donc on avait la possibilité de recourir à l'une et à l'autre de ces langues, ainsi qu'à toutes les configurations intermédiaires. Donc il y a eu aussi énormément de configurations intermédiaires, et de fait, le japonais moderne est né d'un mélange, en fait, d'une fusion entre une langue chinoise pure et une langue japonaise pure. Mais c'est une fusion qui a lieu plus tard, hein, qui s'est faite au Moyen-Âge. Je voulais savoir quand les Japonais ont adopté les caractères d'imprimerie, et quand on regarde les caractères, enfin les idéogrammes aujourd'hui, le japonais paraît plus stylisé que le chinois, qui semble avoir gardé le pinceau, en fait, le geste du pinceau. Alors, merci pour votre question. Alors, ce que vous entendez par caractère d'imprimerie, est-ce que c'est la typographie ou est-ce que c'est la xylographie? C'est la typographie, c'est-à-dire les caractères mobiles. Les caractères mobiles. Alors, les caractères mobiles sont attestés au XIIe siècle en Corée. Donc, en fait, il y a eu, alors, pas beaucoup, hein, mais il y a eu donc, des éditions en caractères mobiles donc, à la fin du Moyen-Âge au Japon. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Donc, tout simplement pour une raison, enfin, c'est pour une raison qui est fondamentale. C'est que, et ça rejoint encore le thème d'aujourd'hui, c'est que la création lettrée, c'est d'abord la création de la main. D'accord ? Et le flux vital qui passe par la main, c'est donc le flux de l'écriture manuscrite. Donc à partir du 8e siècle, au Japon, on va adopter des techniques qui sont les techniques chinoises de reproduction des textes, qui sont les techniques xylographiques. Or, les techniques xylographiques permettent notamment de reproduire véritablement le mouvement de la main.
Et donc il y a même des textes aujourd'hui, des documents, des sources, donc qui sont tellement bien, qui sont en fait des sources imprimées, mais c'est tellement bien, la main est tellement bien reproduite qu'il faut être véritablement un spécialiste pour savoir, pour déterminer s'il s'agit d'un manuscrit ou s'il s'agit donc d'un texte xylographique. Alors, pour retourner à notre question, donc il y a eu quelques exemplaires donc, typographiques utilisés au Japon, mais les caractères mobiles n'ont pas du tout intéressé les Japonais parce que d'un point de vue symbolique, la création lettrée était avant tout associée au mouvement de la main. Et donc c'était en fait la xylographie et bien sûr le manuscrit qui ont été utilisés jusqu'au XIXe siècle, où sont arrivés donc des caractères typographiques qui avaient été inventés en Chine pour donc bien sûr transcrire la langue chinoise. Ces caractères typographiques ont eu beaucoup de succès au Japon. Et depuis, donc bien sûr, les Japonais ont inventé de très très grands nombres de polices de caractères. On en a beaucoup, bien sûr, pour l'écriture, donc l'écriture pour le français, donc avec les caractères latins. Il y en a énormément en Chine et il y en a énormément au Japon. Et donc, de même que nous avons, par exemple, les polices à empattement avec sérif ou des polices linéales sans sérif, eh bien, il y a la même chose au Japon. Donc, je ne peux pas vous suivre si vous dites que les polices japonaises sont plutôt comme ci ou plutôt comme cela. En fait, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et il faudrait savoir exactement ce à quoi vous faites allusion pour pouvoir bien vous répondre. Ce qui fait que je ne peux pas vraiment bien vous répondre. Malheureusement, nous arrivons à cette heure qui est à peu près l'heure limite. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons encore applaudir et remercier Claire Brisset.